IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Florian Gomet ce soir sur l'antenne d'IDFM dans cet au-delà du miroir que j'ai découvert en regardant le film Hold Up. Bonsoir Florian Gomet. Bonsoir. Bonsoir, donc vous avez la trentaine révolue. Vous avez quitté votre métier d'enseignant pour devenir forestier et relever des défis toujours plus grands. Vous êtes devenu au fil du temps un aventurier contemporain et atypique en quête d'une hygiène de vie optimale, adaptée à l'humain moderne. Vous vous plaisez à clamer que sur les chemins de la vie, la joie est son guide, la discipline son garde-fou, l'amour son carburant, l'impossible son horizon et la simplicité son idéal. Vous avez parcouru il y a très peu de temps 3500 km en 80 jours entre Gibles, on dit Gibles ou Giblos? Gibles. Gibles et la mer Noire, sans chaussures, sans équipement, sans argent, en mangeant uniquement des fruits et des légumes. Vous êtes arrivé le 8 septembre dans une ville, c'était quelle ville? C'était la ville Constanta et je peux même rajouter que j'ai quasiment tout fait sans papier également. Sans papier, quasiment tout fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour terminer le dernier pays qui était la Roumanie, il m'a fallu récupérer mon passeport. J'étais parti sans, et parce que là il y avait beaucoup plus de contrôle et j'ai pas pu passer entre comme j'avais fait auparavant. Il y a une très belle vidéo de vous sur le site de l'équipe où on vous voit arriver donc dans cette ville, courir et embrasser votre maman à l'arrivée. Il est dit qu'il y avait plus de refus dans les États de l'Est que dans le restant. À votre avis, ça vient de quoi, ça? Alors je pense que les raisons sont multiples parce que j'étais le premier étonné en fait d'avoir un accueil plus difficile à trouver dans les pays de l'Europe de l'Est que dans les autres, parce qu'auparavant dans mes voyages c'était assez difficile, notamment en France, et là ça a été un des endroits le plus faciles. Et je crois que ça tient au fait que quand on est en Europe de l'Est, là-bas, ils ont une certaine idée de ce qu'est l'Occident, les pays qui considèrent en avance sur eux, d'un point de vue économique. Et donc, pour eux, c'était complètement incompréhensible, enfin pour beaucoup de personnes là-bas, que je puisse volontairement partir sans rien, surtout sans argent. En fait, ils comprenaient pas. Donc, quand on comprend pas une personne, c'est toujours plus difficile d'avoir envie de l'aider. Et c'était un petit peu, en résumé, puisque tu t'es mis dans l'embarras, pour être poli, dans l'embarras volontairement, t'as qu'à y rester ou te débrouiller. Alors que dans la partie plus occidentale, déjà plus de personnes parlaient anglais, donc j'étais mieux en mesure d'expliquer qui j'étais. Oui, on a été coupé, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Oui, en ce moment, ils n'arrêtent pas de nous couper à longueur de journée, donc ça risque de se reproduire. C'est pas grave, on continue, donc je reprends, donc je disais, il est toujours plus difficile d'aider quelqu'un quand on ne le comprend pas. Et dans la partie occidentale, même s'il y avait toujours des personnes qui se demandaient quelle idée j'avais derrière la tête en faisant cette traversée, il y a quand même des personnes qui voyaient la philosophie, la beauté de la chose derrière. Il y en avait suffisamment en tout cas pour des personnes comme ça, pour que je puisse trouver un endroit où dormir chaque soir. oui, puis alors on peut pas dire que vous étiez tellement occidental, vous aviez plutôt l'air d'un sauvage, là, tout nu avec un pagne et pieds nus, les cheveux longs, tout bronzé. C'est sûr que vous passiez pas inaperçu quand même, hein. Non, je passais pas inaperçu et c'est sûr que les personnes, certaines, quand je frappais chez elles pour demander l'hospitalité, quand elles me voyaient, elles étaient complètement effrayées. Surtout si elles parlaient pas la langue. Voilà, et donc certaines personnes ne me comprenant pas, elles s'imaginaient que j'étais là pour vendre quelque chose, faire la manche ou je sais pas quoi. Donc ça pouvait arriver de temps en temps que les personnes appellent les forces de l'ordre, comme on les appelle, et que j'ai droit à un contrôle d'identité derrière, ce qui me compliquait encore plus la tâche puisque j'avais pas mes papiers. Alors, savoir où dormir, c'était votre grande préoccupation. C'était pas possible de dormir dans la nature. Ça aurait été possible ponctuellement, sauf que j'aurais pas... Après une journée, quand on court 45 km en moyenne, pieds nus, on est fatigué, on a besoin d'une douche et on a besoin de manger un repas quand même conséquent, parce que même si je trouvais des fruits le long des routes, il me manquait des choses un peu plus grasses à manger, tout en restant dans le règne du végétal, bien sûr. Et donc j'avais besoin de tout ça, et si je ne trouvais pas, déjà au début du voyage, il faisait relativement frais les nuits, ça descendait autour des 10 degrés.
pendant 2 ou 3 semaines. Donc là, c'était pas question pour passer la nuit dehors ou alors juste à grelotter, mais pas de manière confortable. Et puis ensuite, un peu plus tard dans le voyage, il faisait meilleur les nuits. Par contre, comme j'étais le long du Danube, c'était quasiment toujours infesté de moustiques. Et donc, passer la nuit dehors, ça pouvait se faire. Je l'ai fait une fois ou deux de temps en temps, mais en tout cas pas régulièrement, parce que sinon je pouvais pas récupérer assez. Ça me démotivait et c'était un frein, un obstacle important. Oui, donc quand vous rentriez chez les gens qui vous laissaient rentrer, qu'est-ce que vous faisiez? Vous ouvriez leur frigo ou vous regardiez ce qu'il y avait à manger qui pouvait vous contenir? Oui, c'est-à-dire que dès que je rentrais, l'idée chez les personnes, c'était pas d'accepter n'importe quelle nourriture qu'ils pourraient me proposer. Je faisais ce voyage avec un certain idéal de transmettre des connaissances sur les lois du vivant, en particulier dans le domaine de l'alimentation. Et donc, c'était pas du tout question pour moi de manger des choses que je considère comme n'étant pas bonnes pour le corps humain, quitte à jeûner si jamais les personnes n'avaient pas les fruits et les légumes crus que je mange exclusivement au quotidien. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir observer en fait que les personnes, pour la plupart, enfin ça je le savais, ne savaient pas que c'était possible de se nourrir exclusivement avec des fruits et des végétaux crus sans être fatigué, en carence ou autre chose. Et à travers mon voyage, à travers la débauche d'énergie dont j'ai fait preuve pendant 80 jours, c'était une preuve que ouais, j'étais tout sauf affaibli par mon alimentation. Oui, ça on y reviendra un peu plus tard dans votre guide de survie au XXIe siècle, les clés de la santé via l'hygiénisme. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de ne pas trouver un endroit où vous pouviez dormir et vous retrouver dehors? Alors, c'est arrivé environ 5 ou 6 fois. Donc, en fait, j'ai passé exactement 87 ou 88 nuits pendant le voyage en Europe. Et donc, seulement 5 ou 6 dehors, dont une fois ou deux volontairement, parce qu'il y avait des conditions propices. Donc, en fait, c'était une preuve que même dans des pays où on ne parle pas la langue et où on fait une démarche un peu décalée, avec des habits qui interrogent, qui passent pas du tout inaperçus, eh bien, on peut quand même toucher le cœur des gens et pouvoir être invité comme ça spontanément. Alors, le prix à payer, entre guillemets, c'était de devoir passer parfois 1 heure, 2 heures ou plus le soir, après avoir déjà couru 45 km, à tourner en rond dans les villages pour faire les portes, pas une à une, mais en faire un certain nombre, jusqu'à trouver la bonne. Et ça, c'était une des choses les plus fatigantes, parce que déjà, il y a l'épreuve physique du jour qui entame mon énergie, et ensuite, je dois rester optimiste, alors qu'il y a beaucoup de personnes à qui je fais peur, ou d'autres personnes qui ne comprennent pas, des fois des personnes qui appellent les flics. Donc en fait, moi, je me prends une décharge, une pluie de choses négatives, le regard, les réflexions des gens, alors que je suis déjà moi-même fatigué. Donc je dois rester optimiste, je dois rester positif et continuer de continuer de frapper aux portes avec le stress que si jamais je trouve pas, je vais passer une nuit dehors sans pouvoir dormir. Bon, mais ça c'était le but du jeu aussi, d'être un peu stressé. Vous pensiez pas que ça allait se faire quand même tout seul, tout ça? Le but, un des buts les plus importants, c'était de me prouver à moi-même et aussi aux autres qu'on peut avoir confiance en soi et confiance en la vie en général, dans les autres, et que l'on trouve tout ce qu'il faut du moment qu'on en a vraiment besoin, et qu'on fait les démarches nécessaires pour obtenir ce dont on a besoin. Et donc ce voyage-là, c'était une sorte de démonstration, parce qu'en 88 jours, passer seulement 5 ou 6 nuits dehors, alors que j'avais mis, entre guillemets, toutes les chances de mon côté pour faire peur aux gens ou les interroger, les inquiéter, et bref, ne pas être compris, ça montre bien que j'ai eu tout simplement tout ce dont j'avais besoin. Et même les fois où j'ai dormi dehors, il n'y a pas une fois où j'avais pas au moins trouvé un duvet ou des couvertures, un matelas pour dormir au chaud. Ouais. Il n'y a pas une fois dans le voyage où la vie m'a laissé tomber. Alors que je suis parti avec rien du tout. Est-ce que vous couriez pendant toute la journée? Comment vous faisiez? Parce que là, on vous voit courir sur la vidéo sur l'équipe. On vous voit courir, puisque c'est la fin du parcours. Mais comment vous faisiez? Vous leviez le matin et vous faisiez combien de marches ou de kilomètres par jour en courant? Pour être honnête, ça a été vraiment très variable parce que ça dépendait
à quelle heure je partais de chez les gens. Si on avait beaucoup de choses à se dire, ça pouvait durer un certain temps, ça dépendait de leur emploi du temps aussi. Donc l'heure à laquelle je partais, c'était variable. Et ensuite, la vitesse à laquelle je courais, c'était variable en fonction de ma forme, de l'état des pieds, de la météo, de la surface des routes. S'il y avait des cailloux, ça me ralentissait, je marchais. Donc il fallait que... Ça m'arrivait qu'une journée, il n'y ait que du caillou du matin au soir. Donc là, j'ai pas pu courir cette journée-là, donc j'ai marché tout du long. J'ai quand même fait plus de 40 km, mais ça m'a pris de 7 heures du matin jusqu'à, je sais plus, jusqu'à peut-être 17-18 heures, en comptant les pauses. Donc en fait, tout était variable. Je m'arrêtais aussi quand je trouvais un arbre où il y avait des fruits. Donc en fait, je maîtrisais rien. Donc s'il y avait une chose qui était jamais la même, c'était mon rythme et puis mes horaires pour courir. Oui, alors on va parler maintenant de la marche sans fin, F-A-I-M, c'est un de vos livres. Vous dites au début qu'on nous fait croire qu'il faut être fou pour partir à l'aventure, mais quand on n'a qu'une vie, il faut être fou pour ne pas l'avoir fait. Donc vous êtes parti là, cette marche sans fin, et c'est une marche qui s'est faite sans manger, et c'est parti, c'était où? C'était au Canada, hein, c'est ça? Oui, c'était au Canada. C'était au Canada, dans un trek le plus difficile au monde, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle la Canol Trail. C'est le trek qui est jugé le plus difficile, c'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup de trails comme la Pacific Coast Trail, aux États-Unis, il y en a d'autres qui sont célèbres en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, et donc ceux qui font la collection, j'ai envie de dire, de toutes ces trails, eh bien, c'est celle-ci qui est un peu considérée comme le Graal, c'est-à-dire la plus difficile, parce qu'elle est totalement reculée, elle est sous le cercle polaire, il n'y a aucune ville, c'est 600 km sans ville entre les deux, et puis donc c'est un territoire, il n'y a même pas de pont pour traverser les rivières, c'est complètement sauvage, et voilà pourquoi elle est considérée comme la plus difficile. Et vous avez été le premier homme à franchir en solitaire ce parcours-là. Mais la marche sans fin, c'est une idée qui vous est venue après, c'est-à-dire que vous l'avez fait 2 fois, une fois je crois en hiver, c'est ça, et une fois... C'est là où j'ai été le premier homme, et personne ne l'avait jamais fait seul, sans moyen motorisé l'hiver. Et après, donc, vous avez décidé de le refaire l'été, et donc avec un photographe, Damien Artero, de Planète D, qui lui ne courait pas avec vous, enfin ne marchait pas avec vous, mais était sur un Forbic, c'est un vélo, un Farbic bike. Un fat bike. Ouais, c'est quoi? C'est des vélos un peu C'est un améliorés. vélo avec des roues énormes qui permettent d'aller dans la neige, d'aller dans la boue, et donc de pouvoir un peu rouler sur des surfaces où on ne peut pas aller avec les autres vélos. Surtout qu'il avait beaucoup de matériel, lui, il était chargé. Oui, je crois qu'il avait une quarantaine de kilos d'équipement, et donc il m'a rejoint pour les 4 derniers jours de cette marche, les 10 premiers étant dans des zones trop accidentées, avec trop de rivières profondes et larges pour qu'il puisse passer avec son vélo. Est-ce que vous portez pas de chaussures tout le temps dans la vie? Dans la vie, je mets des chaussures uniquement quand je coupe du bois et quand il fait trop froid l'hiver. D'accord, parce que donc vous ne portiez pas de chaussures et vous avez eu des problèmes en passant les 7 aéroports qui vous amenaient donc à votre destination au Canada. Et là, on vous a un peu forcé à en mettre. Non, ils n'ont pas réussi parce que je me suis pas laissé faire. Je faisais vraiment rien de mal en étant pieds nus, donc ce serait bien que certaines personnes trop rigides nous laissent vivre tout simplement, surtout quand on dérange personne. Voilà, il n'y a aucune raison d'interdire un truc qui dérange personne. Et donc il y a un aéroport où j'ai passé la nuit, où on m'a demandé de mettre mes chaussures. Donc en plus je les avais pas avec moi parce qu'elles étaient en soute. Donc elles étaient dans un bagage que j'avais pas à côté de moi dans l'aéroport. Et donc je suis tout simplement allé plus loin dans l'aéroport qui était vaste, et ils sont pas allés voir si je faisais si je les avais ou pas. Je leur ai simplement dit que j'allais en acheter dans un coin. Et la deuxième fois où on m'a causé des ennuis, ça a été un petit peu plus difficile parce que là, on est à une halte c'est un tout petit avion
Et on s'arrête dans un petit aéroport pour une halte d'une heure, je crois. Et donc là, je descends pour me dégourdir les jambes. Et quand ils me voient descendre les escaliers, ils m'arrêtent. Non, c'est dangereux de descendre sans chaussures, etc., etc. Puis moi, je leur fais un signe de la main d'un air de dire causez toujours, c'est bon. Donc je descends pieds nus et après, en fait, ils ont essayé de m'empêcher de remonter. Oui. Et dans l'avion, puis je fais oui, mais mes affaires sont en soute, j'ai payé, etc., etc. Donc ils ont discuté entre eux et puis ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit ok pour cette fois, mais la prochaine fois ça passera pas. Et quand vous êtes revenu, ils vous ont retrouvé. Quand vous êtes revenu, ils vous ont retrouvé. Je pense que vous avez fait le même trajet dans l'autre sens. Non, je suis revenu par un autre, parce que cette marche sans fin de 14 jours, c'était pas un circuit. Et donc je suis arrivé à une autre ville après qui était dans un autre endroit et plus près d'un aéroport important. Donc je suis revenu en direct quasiment. D'accord. Dans ce coin-là, c'était très compliqué. La nourriture coûte très très cher. Il faut à peu près compter 50 € par jour pour se nourrir, puisque avant de partir, vous vous êtes préparé. Et pour vous préparer, vous avez commencé par vous faire grossir un peu et arrêter l'activité physique. Vous avez pris 4 kilos. En combien de temps? Une semaine, 2 semaines? En 2 semaines à peu près. Et vous avez arrêté les activités physiques de manière à... C'est bizarre. Pourquoi vous avez arrêté les activités physiques à part couper du bois, je crois? En fait, ma stratégie pour me préparer, ça avait été déjà de m'entraîner à faire des efforts à jeun au quotidien. Ensuite, j'ai augmenté ma charge de travail d'entraînement, surtout au niveau de la course à pied. Je me suis mis à courir quasiment 30 km minimum 5 fois par semaine et jusqu'à 5-6 fois par semaine. Et tout en continuant de travailler à côté. Donc j'avais une charge de travail assez élevée qui a été difficile à tenir. Et donc là, je suis allé jusqu'au maximum de ce que j'étais capable d'endurer en tant que charge. Et ensuite, 2 semaines avant, c'est le principe de la surcompensation. Pendant 2 semaines avant, je n'ai plus rien fait du tout à part me reposer et manger autant que j'en avais envie. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'arriver le jour J en étant super entraîné, super reposé, reposé au niveau mental, physique aussi, les deux. Et puis, avec quelques kilos de plus qui m'ont permis de pouvoir faire durer le jeûne un peu plus longtemps et de moins souffrir du froid, parce qu'il a fait froid pendant ce trek. Alors, le matin du départ, vous n'avez pas de pensée négative, vous partez tranquille, vous aviez bien fait toute votre attirail, mais il manquait des choses. Comme vous ne vouliez pas trop vous charger, finalement, vous aviez pris le minimum. Et là, vous aviez oublié un imperméable, un matelas de sol, et quand on lit votre livre La Marche sans fin, on se rend compte que ça va bien vous manquer dans les jours qui vont suivre, hein, parce que finalement, il faisait pas si chaud que ça. Et il s'est mis à pleuvoir alors que c'était quoi, le mois d'août, hein, c'est ça? C'était le mois d'août, oui. Donc effectivement, pendant ces 2 semaines où je ne fais rien, j'arrive à Norman Wells, la ville du départ, où j'avais déjà passé plusieurs mois, donc je connaissais beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je suis resté 2 semaines pour retrouver des amis là-bas et me reposer, discuter avec eux. Et en fait, on était en pleine canicule, donc des températures extrêmement rares pour l'Arctique. Il faisait, je crois qu'il s'est monté jusqu'à plus de 25 degrés. Et donc, le jour J arrive, la veille, je regarde le bulletin météo, les prévisions. Ils annoncent une chute des températures, mais raisonnable pour les quelques jours à venir. Donc, je me dis, vu comme on est parti, vu la tendance, le matelas et l'imperméable, je pense que je peux faire sans. Et même si c'est un petit peu inconfortable, je sens que je vais pouvoir m'en passer, voilà. Et puis en fait, donc il fait une température correcte pendant 2 jours, et après le 3e jour, les températures commencent de descendre progressivement jusqu'à des températures négatives, avec beaucoup de pluie, à un moment donné de la neige aussi. Et donc là, comme j'avais pas comme je pouvais pas me protéger du froid de manière efficace et de l'humidité aussi, ça m'a coûté pas mal d'énergie pour me réchauffer. Mais j'ai pas regretté cette oubli ou cette négligence par rapport à l'équipement, parce que ça m'a permis de tester un jeûne
où en fait j'ai stimulé mon corps au maximum, que ce soit par l'activité physique, que ce soit par le jeûne ou par le froid. Parce que c'est vraiment ce que j'appelle les 3 F, ça, froid, faim, fatigue. Quand vous allez chercher là-dedans, vous boostez votre système immunitaire, vous améliorez votre santé, vous améliorez vos capacités physiques, votre bien-être. Et donc, a priori, c'était pas prévu que j'explore ces 3 F en même temps. Et là, ça m'a permis la météo a décidé pour moi finalement. Ça m'a permis vraiment de faire cette expérience, de voir que c'était possible, même sur 2 semaines, un régime très, très élevé, puisque je marchais en moyenne 10 heures par jour. J'ai pas du tout regretté ces choix, même si ça a été difficile par moments, notamment les soirs pour m'endormir quand je grelottais. Oui, alors là, il n'y avait pas de possibilité d'aller frapper à une porte pour qu'on vous offre le couvert. De toute façon, vous mangiez pas et qu'on vous offre l'hospitalité. Donc, c'était dans la nature. Alors, j'étais dans la nature. Alors, vous aviez quand même emmené un tensiomètre et un lecteur de glycémie. Vous dites que le 3e jour, votre pouls était à 40 comme d'habitude. 40, c'est pas beaucoup, hein, 40 de pouls. Vous avez un pouls qui bat à 40 tout le temps? Oui, parce que je fais beaucoup de sport d'endurance depuis une dizaine d'années, depuis 15 ans même. Et donc, voilà, mon cœur a augmenté en volume, c'est musclé. J'ai un cœur de sportif qui bat lentement. D'accord. Donc 300 km sans manger, finalement ces 300 km, vous n'allez pas jusqu'au bout, puisqu'il y a ce problème d'énergie qui chute à cause du froid. Vous vous arrêtez à combien de kilomètres? Je m'arrête à 360 km, alors qu'au départ, j'avais prévu de traverser entièrement la montagne et de faire 600 km. Et ça aurait pu être possible, mais il m'aurait fallu vraiment les meilleures conditions météo possibles pour que j'arrive avec 2 ou 3 jours d'avance, parce que la pluie m'a retardé. Et donc, voilà, c'était pas irréaliste. C'est simplement qu'avec les conditions météo épouvantables que j'ai eues, voilà, au bout de 2 semaines, j'avais donné tout ce que je pouvais donner. Sans compter que le fait qu'il pleuve, les rivières sont montées, elles sont plus hautes, elles sont très dangereuses, hein. Il y a des dangers de noyade, puisque vous devez les traverser en nageant, avec votre matériel que vous mettez dans des sacs en plastique pour les protéger. Donc ça, c'est aussi, c'est pas facile. Oui, surtout que quelqu'un était décédé l'année d'avant en traversant une rivière, donc ça m'avait mis un peu de tension. Devant son fils, hein. Il y avait son fils qui... Oui, en plus, oui. Ouais, ça doit être horrible. Dans votre livre La marche enfin, il y a Damien Artero, le photographe, qui vous pose la question sur la solitude. Parce que finalement, c'est la solitude, hein. Tout ça, vous le faites tout seul. Donc, quel est votre rapport à la solitude? Est-ce que c'est mieux de le faire seul ou ça aurait peut-être été bien de le faire à plusieurs? Alors, mon rapport à la solitude, il est particulier parce que je suis fils unique. En plus, j'ai un tempérament solitaire. J'ai jamais eu beaucoup d'amis quand j'étais à l'école. Et donc, en fait, mon imaginaire, c'est peuplé de rêves, de rêves d'aventures et d'expériences. Et j'ai principalement grandi seul. Voilà, j'ai pas grandi avec. Je me suis pas construit au milieu des autres. Et j'ai passé beaucoup de temps, même dans mon travail de forestier, en étant seul. Donc la solitude me va très bien parce que j'y suis à l'aise. Ça me permet de faire beaucoup d'introspection. Après, il y a les limites aussi. On n'est pas fait pour vivre seul. Et même si la solitude non seulement ne me fait pas peur, mais peut me procurer un état d'équilibre agréable, j'ai besoin de partager des choses, de vivre des choses en commun. Et puis il y a une phrase qui est très juste et que j'aime beaucoup, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est un petit peu ce que j'ai expérimenté pendant cette première partie de ma vie où j'ai fait les choses seul. Donc je suis allé vite dans ce que je voulais faire parce que j'avais beaucoup de temps libre, donc j'avais que moi à m'occuper. Par contre, j'étais limité parce que on ne peut pas tout réinventer seul et on a besoin des autres
pour avancer, sinon on est vite limité, voilà. Et donc maintenant dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses qui changent depuis la sortie du film Hold Up. Ça avait déjà commencé avec le film d'Anna Artero, La Marche sans fin. Donc là, je m'ouvre à la communauté hygiéniste, la communauté de l'alimentation vivante qui est présente sur les réseaux sociaux. Et mon quotidien se transforme progressivement. Et maintenant, ça m'arrive, je les considère plus vraiment comme des aventures, mais je fais des marches sans fin avec des groupes d'une quinzaine de personnes et j'organise ça chez moi. Donc je connais à la fois les deux aspects maintenant, l'aspect solitude, solitaire et l'aspect coopération et esprit de groupe. C'est bien, donc on va passer justement dans la deuxième partie d'émission au guide de survie au XXIe siècle. Deuxième partie de cet au-delà du miroir avec Florian Gomet qui est né avec une impérieuse envie de vivre. Il a fait un master et un CAPES de mathématiques, puis il a enseigné pendant 2 ans. Ensuite, il est parti pour faire des travaux forestiers. En 2014, il découvre le jeûne, l'alimentation vivante, la méditation, le yoga, la respiration consciente, les bains froids, la course pieds nus et les purges, sans oublier qu'il est né prématuré et que c'était un enfant souvent malade et pas du tout bon en sport. On repart, Florent Gomet, dans votre livre « Guide de survie au XXIe siècle, les clés de la santé via l'hygiénisme », vous nous dites qu'au départ, l'humanité était crudivoriste et flexitarienne. Vous pouvez nous dire ce que c'est que ces deux mots, flexitarienne et crudivoriste, s'il vous plaît? Alors au départ, l'humanité, ça dépend comment on considère l'humanité, à quel âge a l'humanité. Moi je considère que du moment où on se sépare, où on se distingue sur l'arbre phylogénique du vivant, au moment où on se sépare, pas du chimpanzé, mais de l'ancêtre commun qu'on a avec le chimpanzé, c'est là où il y a les premiers australopithèques et que vraiment la branche humaine se déploie et apparaît. Donc l'humain, pour moi, il a environ 6 millions d'années, même si Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'humain moderne tel qu'on connaît actuellement, lui, il a environ 200 000 ans. Donc au départ, pendant ces millions d'années d'évolution, nous sommes des primates, nous ne maîtrisons pas le feu, donc nous mangeons tout cru. Donc ça veut dire que manger tout cru, ça veut dire être cru, c'est ce qu'on appelle être crudivoriste, voilà. Et donc on fait rien cuire. Et flexitarien, ça veut dire qu'on mange de tout. Tous les animaux mangent de tout globalement, hein. Même un carnivore va manger occasionnellement un peu d'herbe pour se purger. Et les primates mangent quelques insectes, ça peut leur arriver de manger de la viande occasionnellement, mais grosso modo, on va dire 90-95% minimum, j'ai envie de dire, oui, de leur alimentation, ça va être les fruits et les légumes, principalement les fruits même. Donc, être crudivoriste flexitarien, ça veut dire manger comme on mangerait dans la nature sans technologie, avec une alimentation complètement adaptée à notre physiologie qui a évolué au cours des millions d'années. Vous dites que notre domestication, que l'on a appelée civilisation à travers le système de code que l'on a appelé non sans ironie, la culture. C'est vrai que cette culture qui nous manque en ce moment, puisque les librairies sont fermées et tout, c'est comme si, quand on lit cette phrase, on se dit qu'on était un vaste cheptel de bétail, puisque on l'appelle la culture, c'est-à-dire notre domestication qu'on a appelée une civilisation, devient la culture. On est cultivé, c'est étonnant ce rapport. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai envie de dire que la civilisation, en fait, elle fait à peu près tout pour empêcher l'humain de s'éveiller spirituellement. Parce que pour qu'une civilisation perdure, pour qu'elle se construise, eh bien, on a besoin de valeurs et de croyances communes. Qu'on partage la valeur, par exemple, qu'on considère que la monnaie, telle monnaie va être une monnaie d'échange une monnaie d'échange et qu'on peut avoir confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas ces valeurs qui sont partagées par des millions et même des milliards de personnes, à ce moment-là, la civilisation ne peut pas se construire parce qu'on ne peut pas coopérer. Pour coopérer, il faut des valeurs communes, il faut se comprendre. Et donc, la culture, c'est finalement un ensemble de codes, de valeurs,
de croyances, et tout ça font qu'on ne peut pas les remettre en cause. Voilà. On les considère comme étant des vérités absolues, alors qu'en fait, ce sont des choses, tout est possible a priori comme valeurs communes. On peut prendre les valeurs de droits de l'homme, des valeurs de droits de l'homme, ou on peut prendre autre chose. C'est arbitraire, les valeurs autour desquelles une civilisation se construit. Et donc là, on arrive dans une civilisation où apparaît un groupe de personnes qui a envie de changer ses valeurs, ses croyances, et se diriger vers plus de spiritualité, plus de respect de l'humain, du vivant en général. Et alors que l'autre côté, les autres valeurs qui jusque-là prédominent, ce sont plutôt des valeurs autour du capitalisme, autour du développement à tout prix de la science, et autour du fait qu'on renie absolument la possibilité que l'humain ait une âme qui perdure après la mort. Être une civilisation, par définition, j'ai envie de dire, c'est justement mettre l'humain dans des boîtes, donc le domestiquer. Oui. Alors, il serait bon de s'affranchir de deux croyances. Dites-vous, la vie serait dure, mal faite, injuste, fataliste ou gouvernée par le hasard, première croyance. Deuxième croyance, les maladies seraient d'origine génétique ou un coup du sort. Pour être en bonne santé, manger sainement et nettoyer le terrain. Ça, c'est important de nettoyer le terrain. Et la question que vous vous posez aussi dans votre livre, c'est pourquoi sommes-nous devenus chasseurs ? Et vous parlez des glandes sudoripares. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, puisqu'il y a des schémas dans votre livre, où on est, nous les hommes humains, avec des glandes sudoripares, ce qui n'est pas le cas des animaux comme les lions ou certains animaux qui, eux, ne peuvent pas courir pendant longtemps. Ils ne peuvent pas courir pendant longtemps donc, parce qu'ils n'ont pas ces glandes sudoripares. Oui, ils ne peuvent pas courir pendant longtemps si jamais il fait chaud. Voilà. Il y a un moment où ils sont obligés de refroidir leur système et ils ne peuvent pas le refroidir sans haleter. Et pour ça, ils sont obligés de s'arrêter. Ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Alors que nous, on peut à la fois respirer par la bouche et tout en courant. Donc on peut se refroidir par la respiration et par les glandes sudoripares tout en faisant un effort. Alors que les animaux, pour la plupart, à l'exception du cheval, peut-être qu'il y en a un autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, la majorité des autres animaux ne peuvent pas se refroidir en courant. Et c'est comme ça que l'humain, il n'est pas fait pour être chasseur, l'humain. Hein. C'est parce qu'il a développé la technologie. La technologie, elle ne date pas de la révolution industrielle. Hein. La technologie, elle date d'environ 2 millions d'années, quand on a inventé des outils pour couper les silex et des outils pour chasser les lances. Et donc, c'est avec ces outils qu'on a pu tuer des animaux et manger de la viande. Parce que nous, on n'a pas d'ongles on n'a pas d'ongles ou de cerf ni de croc pour attraper un animal et le tuer avec nos dents. Et pour manger la viande, il vaut mieux avoir un silex et tailler la viande pour pouvoir manger des petits morceaux. Donc c'est la technologie véritablement qui nous a permis de consommer de la viande, sinon on ne l'aurait jamais fait. Et ce qui nous a permis de chasser aussi ces animaux, donc les outils, et ensuite cette capacité, on y revient, cette capacité à courir même par des fortes chaleurs. Donc l'humain a pratiqué ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement, c'est-à-dire qu'il court après une proie, même s'il court moins vite que la proie, il suffit qu'il la garde à distance, à vue du moins, et au bout d'un moment, la proie, elle va finir par être en surchauffe. Et donc, comme elle court plus vite, elle va aller au-devant de l'humain qui est en train de la chasser, elle va se reposer, elle va faire redescendre sa température. L'humain arrive, refait à nouveau courir la bête, etc., etc. Puis au bout d'un moment, l'animal ne se refroidit pas assez, l'animal tombe d'épuisement, et à ce moment-là, on peut le manger. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que au départ, on n'est pas du tout fait pour aller manger de la viande, et si on a pu le faire, c'est à travers la technologie. Vous expliquez que le cerveau de l'homme moderne est 15 à 20% plus petit que celui de l'homme de Cro-Magnon. Au Paléolithique, on pouvait vivre entre 50 et 60 ans, et que même
la taille moyenne est passée de 1,73 m à 1,63 m au néolithique. Donc tout ça, c'est intéressant de se poser la question si vraiment, ils étaient très intelligents dans ce temps-là. Pourquoi l'agriculture s'est mise en place alors qu'il y avait plus de travail à fournir? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi l'homme ne s'est pas contenté de rester un chasseur-cueilleur? Personne n'a la réponse. Et avant, la question à se poser aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il est passé de cueilleur à chasseur-cueilleur? Au départ, on est tous des primates. Les primates existent depuis 65 millions d'années. On a un corps, un système digestif d'un primate, fait pour manger principalement des fruits. Et donc, il y a eu un moment curieux de notre histoire, un moment important, où on s'est mis à consommer de la viande. Donc, on ne sait pas pourquoi exactement. Peut-être qu'il y a eu un manque de nourriture. Peut-être qu'il y a eu un opportunisme, on ne sait pas exactement. Et ensuite, encore des raisons mystérieuses, l'homme non seulement a continué à manger de la viande, mais en plus il s'est mis à consommer des céréales et des produits laitiers. Cela à partir du néolithique où il a domestiqué les plantes et les animaux. Oui, ça c'est un fait unique dans le règne animal. Il n'y a aucun animal qui tète sa mère jusqu'à la fin de sa vie, sauf l'humain. Exactement. Et en plus, on n'est pas du tout fait au niveau hormonal pour consommer du lait de vache ou de brebis, quoi. Ce sont des animaux qui n'ont rien à voir avec nous. Le contenu du lait est très différent du contenu du lait de la mer. Et même si on fait ça depuis très longtemps sur 98% de la population, c'est pas pour ça que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Mmh. Alors, est-il possible de manger 100% vivant à notre époque? Oui, c'est tout à fait possible, puisqu'en fait, on l'a fait pendant des millions d'années, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire à nouveau. Par contre, il va y avoir des difficultés, parce qu'on va vivre des symptômes de ce qu'on appelle le sevrage. C'est-à-dire que tous les poisons qu'on a accumulés avec l'alimentation cuite, que ce soit la viande, le sucre raffiné, les produits laitiers ou toutes les céréales et les féculents cuits, tout ça, ça va commencer à sortir du corps quand on va se mettre à manger vivant, comme la nature l'a prévu qu'on le fasse. Et donc, il va y avoir des symptômes de sevrage, des symptômes de manque, et il peut apparaître des désordres, des maux de crâne, des petits, ce qu'on appelle des crises d'élimination, c'est-à-dire le corps qui fait sortir des poisons, et on considère que en fait c'est quelque chose qui est pas bon quand le corps est malade, et on veut à tout prix l'arrêter. Alors qu'en fait, quand le corps est malade, quand il fait une fièvre, quand il fait de la diarrhée, quand il fait une bronchite, un kyste, ou même un cancer, mais en fait c'est le corps qui essaye de faire sortir ces poisons qu'on a accumulés depuis des années, et même à travers les générations. Et donc c'est pas facile au début, et on a besoin d'une transition. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc il faut y aller progressivement, comprendre ce qu'on fait, comprendre que les troubles par lesquels on va passer sont des troubles bénéfiques, parce qu'on va aller vers du mieux derrière, qui vont s'estomper et s'espacer dans le temps. Et si on veut vraiment manger 100% vivant, à ce moment-là, on va être dans l'état actuel des choses, en fonction de notre passif, de tout ce qu'on a mangé avant, on va être obligé d'utiliser des purges. Comme les animaux se purgent dans la nature, nous, notre instinct a oublié comment le faire, mais les purges vont nous aider à passer des caps, des paliers, quand le corps fait trop ressortir de poison à la surface. Et donc les purges vont permettre d'accélérer le nettoyage du corps. Et donc quand on fait ces nettoyages régulièrement, à la longue ça devient environ une fois par mois, eh bien on peut manger 100% vivant et écouter entièrement son instinct. On n'a plus du tout envie de manger des choses cuites, des produits animaux. On considère plus ça comme de la nourriture en fait. Oui. Donc l'important pour une alimentation vivante, elle convient à tout le monde, oui, mais si on se purge avant. Et Irène Grosjean le dit, elle dit que pour passer de l'enfer au paradis, il faut passer par le purgatoire, alors purgeons. Et pour filer la métaphore, maintenant que nous avons goûté aux fruits de la connaissance et que la technologie permet des miracles, il est temps que nous replantions des arbres sur notre terre écorchée pour reconstruire le jardin d'Éden. J'adore cette phrase d'Irène Grosjean. Donc ces fameuses colles dont elle parle, qui se mettent aussi bien dans les oreilles, dans le nez, dans les intestins, ces colles. Et dans le cerveau, ce qui modifie notre manière de penser. Les colles dans le cerveau,
elles vont favoriser les états d'anxiété, les peurs, aussi nous rendre serviles, c'est-à-dire qu'on va obéir, on va s'attacher à des idées, à la religion par exemple. Et donc c'est pas un hasard si autrefois, maintenant c'est un petit peu moins vrai parce qu'on mange de tout, mais autrefois les cols qu'on trouve dans les céréales, c'était surtout le peuple qui les consommait. Et plus un peuple va consommer de céréales, va consommer des cols, et plus il va être docile. Oui, de pain, le pain surtout, non? Voilà, le pain, etc. Et plus un peuple va consommer de viande ou de choses sucrées, du sucre raffiné, je ne parle pas du sucre des fruits, ça n'a rien à voir, à ce moment-là, les personnes vont devenir à tendance agressive. Voilà, quelqu'un qui est acidifié, à tempérament agressif, impatient, colérique. Alors, vous parlez un peu plus loin du principe de l'hormèse, l'hormène avec H-O-R-M-E-S, se frotter aux 3 F dont vous avez parlé tout à l'heure, le froid, la faim, la fatigue. Le froid, l'importance de s'exposer au froid. Comment on fait pour s'exposer au froid? Alors, j'ai envie de dire que déjà, normalement, dans l'idéal pour l'humain, de pas porter d'habits, on est fait pour vivre sous les tropiques, normalement, à moitié nu. Et donc, il y a une partie du corps qui ne doit surtout pas être tenue au chaud, ce sont les parties génitales. C'est un endroit très important. C'est France Guillain qui en parle abondamment avec des preuves scientifiques dans un de ses livres, Le bain des réactifs. Et donc, les parties génitales doivent être aérées. Donc, dans nos sociétés, on porte des habits. Donc, l'idéal, c'est de ne pas porter de sous-vêtements pour que justement ces parties-là ne soient pas réchauffées. Et ensuite, s'exposer volontairement, ça peut être tout simplement, par exemple, ponctuellement dans la journée, aller faire une balade dehors en étant peu habillé, pour stimuler la production de chaleur, ce qu'on appelle la thermogénèse dans le corps, pour la stimuler. Parce que si vous êtes en permanence dans une maison qui est maintenue à une température de 20 degrés, vous allez dans votre voiture, c'est la même chose, vous allez à votre travail, c'est la même chose. Vous sortez dehors, le peu que vous sortez dehors, vous avez des habits chauds, qui font en fait que votre thermogénèse, votre corps, il n'est jamais soumis au froid. À ce moment-là, il y a plein de processus adaptatifs dans le corps qui ne sont plus sollicités et qui dépérissent. Et en même temps qu'ils dépérissent, ces processus, et bien en fait, la santé, elle diminue également. Parce que la stimulation du corps par le froid, la faim et la fatigue sont des processus qui sont garants de la bonne santé. Dans la nature, tous les animaux sont soumis à des efforts physiques, au chaud ou au froid, et ponctuellement au manque de nourriture. Et donc en fait, on a l'impression que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, alors qu'effectivement, quand on les subit ou quand elles sont excessives, bien évidemment qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais quand on n'y est plus du tout soumis, là, ça devient nocif pour nous. On en a besoin, dans notre constitution, on a besoin de ça. Alors, les 3 F, le froid, on l'a vu, la faim, ça serait de rester à peu près 16 heures sans manger et puis de pratiquer un jeûne un peu plus long de temps en temps. Voilà, exactement, 16 heures quotidien, c'est des expériences qui le prouvent. Ça permet au corps tous les jours d'avoir une phase de repos digestif et une phase où il fait ses nettoyages. Et puis de l'autre côté, des jeûnes un petit peu plus longs, comme une semaine par exemple. Il n'y a pas de règle, chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut dans ce domaine-là, mais faire une semaine de jeûne par an, par exemple, c'est déjà pas mal. Oui, c'était dans les religions d'ailleurs, ça. Voilà, donc les religions, elles avaient des préceptes, des règles qui ne sortaient pas de nulle part. Les religions, elles essayaient aussi de faire atteindre des états de clairvoyance, de connexion avec tout ce qui nous est supérieur. Et le jeûne, c'est l'élément clé pour pouvoir être à l'écoute de soi et de ses intuitions. D'accord. Le 3e F, c'est la fatigue. Vous dites qu'il faut plus d'activité quand on est fatigué. C'est difficile de bouger quand on est fatigué, mais il faudrait plus d'activité physique. Oui, c'est-à-dire que, pareil, tout est dans la juste mesure. Et l'hormèse, la définition de l'hormèse, ça va être un stress positif. C'est-à-dire qu'en apparence, on dépense de l'énergie pour faire quelque chose, mais dans les faits, si ce stress n'est pas excessif, les bénéfices qu'on va en tirer vont nous procurer plus d'énergie qu'on en a dépensé pour réaliser l'action. Donc typiquement, quand on est fatigué, peut-être que sur du court terme, l'impératif, ça va être le repos.
Si on est au burn-out, on va pas aller dans une salle de sport. Mais dans l'ensemble, des personnes qui se plaignent d'une fatigue récurrente, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer là-dessus et sur lesquels il faudra intervenir. Mais en tout cas, si la personne a suffisamment d'énergie pour aller faire un peu d'activité physique, à ce moment-là, ça va participer à la recharger en énergie. Elle ne va pas en perdre. Il y a aussi la méditation et la respiration. Vivre sans méditer, c'est comme marcher sans regarder sa boussole. Il y a peu de chances d'arriver à destination, celle du bonheur et d'une vie épanouie, là où nous voulons tous nous rendre. C'est aussi dans votre livre. Et marcher pieds nus. Alors là, marcher pieds nus, moi je sais que j'ai toujours froid aux pieds, donc je vais avoir du mal à marcher pieds nus sur du carrelage. Qu'est-ce que je peux faire? Vous dites qu'il n'y a pas de cordes, mais des coussinets adipeux sous les pieds. Mais quand on a froid aux pieds, comment peut-on faire pour marcher pieds nus? Alors, j'ai envie de dire que je n'ai pas de solution miracle comment faire quand on a des problèmes avec ça. Parce qu'en fait, il y a deux logiques. Il y a la logique où on considère où on va manger cuit et où on va pas rentrer dans une logique où on va nettoyer son corps. Et donc on continue avec ces habitudes qui encrassent le corps. Et dans cette logique-là, en fait, l'hygiénisme peut apporter des solutions, mais dans l'ensemble, il va toujours y avoir des problèmes. Alors que l'autre manière de penser, c'est je vais manger et modifier mes habitudes pour nettoyer progressivement mon corps. Et à ce moment-là, tout va rentrer naturellement dans l'ordre. Tout va devenir de plus en plus simple. Ce qui fait que les problèmes de frilosité, quand on se met à manger vivant et à faire ces nettoyages, ces problèmes-là disparaissent. Bon, bah c'est une bonne chose. Voilà. Et sinon, c'est s'exposer volontairement au froid, même avec une alimentation traditionnelle. Si on s'expose volontairement au froid par une douche froide, une douche tiède, si on passe 1 heure ou 2 dehors moins habillé que d'habitude, ben en fait, le corps va stimuler la production de graisses brunes, Oui. qui sont des graisses qui réchauffent le corps. Le corps va améliorer sa circulation sanguine, les petits muscles des veines vont se muscler, les fascias, qui est une enveloppe qui recouvre l'ensemble du corps de la tête aux pieds, va retrouver son élasticité et sa tonicité, ce qui fait qu'elle va davantage se contracter dans les moments où il fait froid et ça va permettre au corps de mieux maintenir sa température au chaud. Et donc, en fait, tout simplement, plus on s'expose au froid et plus on développe ses capacités d'avoir froid et moins on a froid. C'est un petit peu ça le paradoxe derrière tout l'hygiénisme, finalement, et l'alimentation vivante, c'est qu'on a l'impression qu'on doit faire des sacrifices ou des efforts, alors qu'en fait, si on tient le bilan des avantages qu'on en tire et des inconvénients, on se rend compte en fait qu'il n'y a que des avantages. Les inconvénients qu'on a l'impression d'avoir en voulant changer ses habitudes pour se diriger vers l'hygiénisme, en fait, ça n'en est pas vraiment. C'est une illusion qu'on va se compliquer la vie ou se fermer des portes. Ok. Il y a aussi le earthing, c'est-à-dire que finalement la terre nous recharge. Moi j'adore marcher pieds nus, mais sur le sable, sur l'herbe, un peu partout. Je vous dis, c'est plus difficile sur le carrelage, mais marcher pieds nus dans la nature, ça me dérange pas. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Florian Gomen, ou poursuivant cette émission, je ne sais pas où je le réincorporerai. Florian Gomen, dans cette interview que j'ai vue de vous sur le site de l'équipe, à la fin, il vous demande quel sera votre prochain défi ou votre prochain, comment on peut dire, performance, et vous lui dites que vous n'en avez pas trop, si ce n'est que de vous injecter des microbes et des bactéries pour prouver que votre corps peut les combattre. Et il vous dit même, est-ce que ce ne serait pas le virus? Et vous lui dites oui. Où est-ce que vous en êtes maintenant, en novembre? Alors, ce projet est toujours d'actualité. Il n'est encore pas mis en route, mais j'espère mettre ça en place dans l'hiver. Et pour comprendre l'intérêt et pourquoi je souhaite faire ce genre d'expérience, je vais revenir sur ces croyances de la société et une de ces croyances vraiment très ancrées sur laquelle je reviens et qui vraiment, c'est de là dont découle tout ce livre, tout ce guide de survie sur l'hygiénisme, c'est qu'en fait, une des théories que je me propose de prouver scientifiquement,
c'est que l'état naturel pour tout être humain, c'est la santé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les maladies, c'est un peu, il y a une part génétique, il y a une part de hasard, il y a une part aussi qui découle de notre responsabilité, mais pas entièrement. Moi, ma théorie, qui n'est pas vraiment la mienne, qui est celle d'Irène Grosjean notamment, et d'autres médecins hygiénistes, c'est de considérer que si le corps est exempt de poison, je parle aussi bien des poisons mentaux avec des pensées négatives que des poisons au niveau biologique liés à l'alimentation, à l'air et à l'eau. Alors un corps qui serait suffisamment nettoyé de tout cela ne va plus tomber malade. Et donc le meilleur moyen d'expérimenter ça, c'est de faire une expérience scientifique où je me fais volontairement injecter des virus et des bactéries et on voit si je suis malade ou pas. Alors ce qui me fait croire que tout cela est possible, c'est simplement pas une idée, une théorie lancée en l'air que j'ai chopée au vol et que j'ai voulu faire mienne. C'est tout simplement que sur moi-même, j'ai résolu tous mes problèmes de santé sans m'y attendre avec l'alimentation vivante et l'hygiénisme. J'avais des problèmes de myopie, des problèmes de kystes, d'acné, des allergies aux poils de chat et au pollen. J'avais une sciatique. Tout ça, c'est parti. Et autour de moi, au contact d'Irène Grosjean notamment, et après avec d'autres personnes via les réseaux sociaux, j'ai été amené à rencontrer des dizaines de personnes qui avaient des maladies qu'on considère comme incurables et qui maintenant sont en parfaite santé. Il y avait des personnes qui avaient le sida, la sclérose en plaques, qui avaient des problèmes de thyroïde, enfin bref, plein de maladies que la médecine allopathique ne parvient pas à traiter. Et là, ces personnes-là retrouvaient une santé complète. Donc, cette théorie, moi, je considère, au vu de tout ça, qu'elle mérite d'être creusée. Quand on n'a plus de problème de santé, en suivant uniquement les lois du vivant, c'est-à-dire en mangeant ce que la nature a prévu qu'on mange en tant que primate, cru et végétal donc, en pratiquant un minimum d'hormèse, c'est-à-dire en soumettant régulièrement aux 3 F, froid, faim, fatigue, c'est-à-dire en ayant une vie la plus naturelle possible, eh bien à ce moment-là, le corps se nettoie, retrouve de la vitalité et les maladies dont on souffrait n'existent plus. Oui, alors Voilà. la question, est-ce le corps qui façonne l'esprit ou l'esprit qui dirige le corps? Mon point de vue, c'est que c'est l'esprit, c'est l'âme qui anime la matière. Oui, mais dans ce que vous venez de dire avant, je veux dire que si on mange mal, ça va être aussi le corps qui va façonner l'esprit, donc les deux sont intéressants. Oui, en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que si votre corps est encrassé, mais par exemple, vous êtes très positif, vous faites des choses utiles dans la vie, vous avez une vie spirituelle, même si une vie spirituelle, elle est incompatible avec la malbouffe, par exemple. On ne peut pas être conscient, on ne peut pas être éveillé à la spiritualité et ne pas avoir du tout de conscience des conséquences que les aliments ont dans notre corps. Donc, mais c'est quand même en lien, c'est-à-dire que si vous mangez mal, ça va modifier votre manière de penser, ça va vous brider, alors que si vous mangez bien, ça va vous redonner vos capacités à utiliser votre libre arbitre et à agir sur vous-même, sur la matière. Ok, on va terminer cette émission. Florian Gomet, vous avez un site où on peut vous retrouver si on a envie de faire des petites marches sans fin avec vous. C'est lequel? C'est floriangomet.com, donc vous retrouvez des vidéos, des textes sur mes précédents voyages, mes projets, et puis pour s'inscrire, pour avoir des consultations sur l'hygiénisme, pour lire des articles sur la santé, pour acheter les livres, les films, etc. Alors les livres, là on a parlé de la marche sans fin ou 360 km de randonnée sans manger au Canada. On a parlé aussi du guide de survie au XXIe siècle ou les clés de la santé via l'hygiénisme. Vous les retrouvez sur son site. C'est mieux de commander sur son site que par les grandes plateformes. Ça, c'est directement du consommateur au consommateur. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Florian Gomet? Eh bien, j'ai envie de dire que la vie est quelque chose de merveilleux et que les croyances est magique et que les croyances de notre civilisation
nous ont occulté toute cette magie, toute cette puissance du vivant, et qu'il est maintenant temps de s'ouvrir à des choses que l'on considère trop belles pour être vraies, parce qu'elles sont bel et bien là. Et comme c'est nous qui créons notre réalité, eh bien, si nous considérons que la vie est moche et mal faite, eh bien, c'est ce qui va se traduire dans notre quotidien et dans notre vie. Et si au contraire on considère qu'il y a plein de choses merveilleuses et que tout est possible, à ce moment-là, ça le devient également. À nous de choisir en conscience. Oui, bah, prenons soin de nous et tenez-nous au courant de votre... je sais pas comment vous allez faire pour vous injecter le Covid, hein, parce que je suis pas persuadée du tout qu'il puisse se transmettre à ceux qui n'en ont pas envie. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Bon, on prend la tuberculose, le sida ou autre chose. Le sida, c'est pareil, ça sera peut-être pas facile de le trouver, puisqu'il n'a pas été isolé, mais on en reparlera. On en reparlera. Merci beaucoup, Florian Gomet. Bonne C'est continuation. moi qui vous remercie. À bientôt et bonne journée. Merci à vous.